Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui un test vidéo d'une machine que je n'attendais pas puisque il m'avait pas prévenu qu'il me la livrait. C'est la Anycubic Cobra 3 Max. Alors elle cache également l'ACE. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir une imprimante grand format qui permet de faire du multicouleur. Alors je le dis tout de suite, je suis pas entièrement convaincu de faire des impressions multicouleurs sur des tailles de hauteur énormes. Je pense que pour ça, en monocouleur, c'est suffisant. Mais par contre, pour pouvoir faire des UForge de grande taille, je pense que c'est une machine qui peut vraiment être top. Donc, je vais voir en fonction du temps d'impression d'un modèle grande taille en multicouleur si j'en fais dans la vidéo ou non, vous le verrez bien, je ne sais pas encore maintenant. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on va explorer l'idée des UForge. Donc, si cette imprimante vous intéressait, si vous voulez de la grande taille et si vous voulez savoir si cette imprimante est intéressante pour vous, regardez la vidéo. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous propose Anycubic avec cette imprimante? Donc, c'est une imprimante grand format, comme vous pouvez le voir ici. On a un volume d'impression de 42 sur 42 sur 50, donc c'est vraiment un beau volume d'impression. Il parle d'auto-leveling précis. On a une vitesse d'impression dite rapide, donc qui est un peu dans les standards de ce qui se fait maintenant, mais voilà, pour du grand volume, c'est plus appréciable d'avoir une certaine vitesse. On a évidemment le système ACE avec la boîte qui est capable de déshydrater le filament, et donc ça c'est vraiment pas mal. Et on peut imprimer jusqu'à 8 couleurs en couplant 2 ACE, comme vous pouvez le voir ici. Bon alors ils nous disent que c'est une imprimante qui est particulièrement intéressante quand on fait de la production de masse, puisque on diminue le nombre de déchets, puisqu'on ne doit pas faire 4 plateaux comme ceci. Donc ils disent qu'on a en gros 4 plateaux d'une Bambu Lab avec ce qu'on a là pour le même nombre d'objets. Donc voilà, ça c'est pas mal en termes de quantité. On a une fonction de skip object, donc qui permet de, si jamais il y a un objet qui s'est pas bien imprimé, on n'arrête pas toute l'impression. On vient simplement annuler un des objets, donc ça c'est plutôt pas mal. On a évidemment le système d'auto-refill, et ça c'est vraiment intéressant sur une imprimante de grande taille, puisque ça permet de, en fait, mettre plusieurs bobines de même type. Et je pense qu'il faut qu'elles soient de même couleur, mais en tout cas au moins configurées de même couleur dans l'imprimante, pour qu'elle enchaîne sur une autre bobine quand la bobine est vide. On a un système anti-étranglement, donc comme vous voyez ici, si le filament vient se bloquer, il arrête l'impression plutôt que d'imprimer dans le vide, ce qui est pas plus mal. On voit aussi qu'il a une puissance de 800 watts pour le plateau, donc ils disent que ça monte à 60 degrés en 125 secondes. Ouais, moi c'est pas ce que j'ai expérimenté, faut le dire clairement. Ça a plutôt mis 4 minutes, bon. Je sais pas s'il y a des conditions qui font que ça change, mais c'est pas non plus extrêmement long. Et pour le reste, un système de buse à changement rapide. On peut monter jusqu'à 300 degrés, ce qui est pas mal pour certains filaments. Après une grande, donc elle peut utiliser tous les, ils disent filaments mainstream, donc tous les filaments habituels. On va pas utiliser une machine comme ça qui n'est pas dans un caisson fermé pour des filaments techniques qui nécessitent une haute montée en température tant du plateau que de la buse. Ils disent qu'il y a un système de détection, mais là il faut installer une caméra qui n'est pas de base dedans. Et puis moi je crois jamais, j'ai pas confiance dans ces systèmes de détection par AI. Et tout ceci pour le prix de 699 $. Je vais voir si je peux mettre en euros, non. Donc voilà, en français. Tout ça pour le prix de 699 € avec un ACE ou 978 € avec 2 ACE si on a envie de faire de 8 couleurs et sans filament supplémentaire expédié depuis l'Union européenne, donc pas avec des problèmes de douane, etc. Au niveau des buses, ils n'ont pour le moment que des buses de 0,4 et c'est 10 € la buse. Bon alors comme vous pouvez le voir, le paquet est quand même énorme et contrairement à la Anycubic Cobra S1, on n'a pas, ou alors à la Anycubic Cobra 3 de mémoire, dites-moi si je me trompe, mais elles étaient fournies dans un pack, un seul pack avec l'AMS, l'ACE et la machine, et c'est pas le cas ici.
Ici, on est sur, si vous commandez le combo, vous aurez 2 boîtes, c'est-à-dire la Cobra 3 Max et une boîte à côté pour la CE. Donc, on regardera ça. On va commencer par déballer la Cobra 3 Max. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite feuille qui nous montre là où on peut trouver des trucs vidéo. Ça peut être utile. On a également un manuel, je vous le montre là, qui est en anglais, mais qui a l'air d'être assez clair au niveau des instructions. Et ensuite, on découvre l'imprimante en elle-même, qui n'est évidemment pas entièrement montée, mais qui est pratiquement entièrement montée. Alors, ce que je vois déjà, mis à part beaucoup de polystyrène, c'est qu'on a une structure en aluminium et en acier qui semble assez classe, je trouve. Et on a ici un gros plateau double face, une feuille PEI texturée assez classique. Ils disent PLA, ABS, PETG. Ceci dit, je ne suis pas convaincu que l'ABS avec une machine aussi grande et qui n'est pas dans un caisson fermé, ce soit une excellente idée. Pour le reste, on voit ici le câble orange, donc on est sur la même logique que la Cobra S3, hein, donc avec ce petit câble qui dépasse, il dépassait par l'avant sur la Cobra S3 et moi je trouvais ça pas top. On va voir ici s'il dépasse également par l'avant et je vois là ici pas grand chose d'autre encore, donc le plus simple c'est que on a ici voilà un tout petit peu de filament, donc là sur le coup ils ont plutôt été radins sur le filament. Bon, voilà, c'est comme ça. Je vais la déballer et la retirer de la caisse et ce sera plus simple. Je vous retrouve juste après. Alors voilà, une fois retiré de l'emballage, ce qu'on a, hein, donc un gros bloc avec le plateau et le portique. Alors on a également la hot end, et si vous vous rappelez ma vidéo, si vous l'avez vue sur la Cobra S1, je disais que j'aimais moins l'extrudeur de la Cobra S1. Et ici, on est sur l'extrudeur de la Cobra 3, qui me semblait un peu mieux. J'espère que c'est le cas aussi ici. On peut voir qu'on peut retirer assez facilement le couvercle devant pour avoir accès à la hot end. Bon, on verra à l'utilisation. On a un écran qui, il faut bien avouer, est un peu petit, je trouve. À mon avis, on sera sur le même système d'exploitation que pour la Cobra 3, mais on va vérifier ça après. Un tube PTFE. Je vous avais montré déjà ici, donc on a la visserie, clé USB, un tout petit peu de filament, donc toute la quincaillerie nécessaire pour faire le montage de notre machine. Un câble d'alimentation et le support de bobine très caractéristique de chez Anycubic. Voilà, donc rien de très folichon à ce niveau-là. Alors, je vais d'abord monter celle-ci et puis on regardera la CE après. Alors, premièrement, vous pouvez voir qu'on a une série de serre-joints à détacher. Donc, je vais d'abord les découper. On fait évidemment attention à ne pas découper genre une courroie ou un câble en faisant ça. En déplaçant, je peux retirer un peu de polystyrène. Et vous pouvez voir ici et ici qu'on a des cales qui ont été mis pour le transport, hein, donc on doit venir détacher ça. Et on a également ici des vis à retirer de chaque côté. Alors une fois que c'est fait, qu'on a libéré le portique, on va pouvoir le redresser et l'installer. Alors pour ça, on va avoir besoin de vis qui sont fournies avec et elles se retrouvent toutes dans le petit sachet ici, un ForFrame. Alors le cadre, donc le portique, on vient l'attacher avec les vis qui sont ici, hein, vous voyez on a un petit emplacement pour pouvoir venir mettre le portique et on vient visser avec les vis appropriées. Alors on fait bien attention à notre sens d'installation, hein, puisque les moteurs doivent se retrouver vers l'arrière et on a ici un emplacement pour pouvoir venir mettre le cadre. Donc il suffit de bien aligner le cadre avec l'emplacement et de venir visser avec les vis appropriées. Et une fois que c'est fait, on prend ce deuxième sachet et les barres de maintien et on vient fixer les barres de maintien. Alors pour ça, difficile de se tromper de côté, hein, on a une étiquette L qui correspond à L pour gauche, left,
et puis right pour l'autre côté, pour le R. Donc on vient simplement les fixer comme il faut. Alors on peut voir quand même la taille de la vis, c'est plutôt énorme, hein. On voit qu'ils ont envie que ça tienne bien. On vient fixer avec les plus longues vis sur le bas avec un washer et on vient faire passer la tige. Et là, ben, il nous faut une belle clé hexagonale. Alors, j'ai même pas vu s'ils en donnaient. Oui, il y en a de la taille qu'il faut, mais bon, moi j'ai les miennes. Et on vient fixer avec la plus petite et sans washer dans la partie supérieure ici. Et évidemment, on fait ça des deux côtés. Bon, alors une fois que c'est fait, on vient attacher les câbles du moteur, hein, bien penser à le faire passer en dessous pour éviter que le plateau vienne le gêner, hein, si vous le passez par là. Et on le fait des deux côtés. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est venir attacher la tête d'impression. Alors, on va devoir visser. Donc, on a encore un sachet avec, hein, c'est écrit for print head. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Il faut attacher là où c'est cerclé de blanc. Donc, il nous aide. En même temps, je vois pas d'autre endroit pour les mettre, mais voilà. Alors, pour le mettre, c'est pas très compliqué, hein, parce que comme vous voyez, on a une forme triangulaire. Il suffit de le poser, ça rentre parfaitement. Et il n'y a pas vraiment même à chercher où placer les vis. Tout s'emboîte parfaitement et il suffit que je visse. Et voilà, une fois que c'est fait, on vient fixer l'écran. Il vient se fixer sur le côté droit. Alors, ici, c'est mieux pensé que sur la Cobra 3 normale, hein, puisqu'on avait une nappe qui était extrêmement fragile. Ici, la nappe est un peu à l'intérieur et on a un connecteur. Donc, je trouve que c'est une amélioration par rapport à la Cobra S3 normale. Donc, on vient simplement le plugger dedans. Et après, on visse pour maintenir le tout. Et là encore, on a le petit sachet avec le nom, hein, qui dit for touchscreen. Donc, on ne peut pas se tromper. Alors, la réponse à la question que je me posais, à savoir si ce fameux câble orange de connexion au moteur serait sur l'avant de la machine, non, il ne l'est pas, il est sur le côté. Donc, ça, c'est déjà bien mieux. Donc, on vient le prendre et on vient le connecter simplement. Alors, on a deux prises, hein, une espèce de câble USB et une prise comme ceci à 6 connecteurs. Donc, c'est la prise à 6 connecteurs qu'on vient brancher là. Et l'autre prise servira plus tard. Alors, on doit encore attacher ici un truc pour faire tenir les câbles, hein, le câble holder, mais je ne le vois pas. Alors, je vous dirai plus tard dans la vidéo si finalement je l'ai retrouvé ou si y a eu un oubli dans la boîte. Donc là, je ne le vois pas. Donc, on va passer directement à ceci qui est ce qui permet d'attacher le support de bobine. Alors, vous voyez ici, il y a deux pas de vis derrière le câble. C'est là qu'on va venir visser ceci. Et là, encore, on a un sachet qui nous dit clairement à quoi servent les vis. Et une fois qu'il est fixé, on vient simplement glisser ceci, hein, qu'on aura préalablement attaché dedans. Alors, on le met dans le bon sens. Là, moi, j'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Et on le glisse. Alors, à ce stade, la machine est montée. On va faire un petit tour du propriétaire et après, on passera à la CE. Bon, alors au passage, j'ai trouvé cette petite pièce, hein, vous voyez, elle est ici. Et puis, j'ai également oublié quelque chose. Hein, donc ça, cette pièce permet de tenir le câble ici, comme ça. Et j'ai oublié, c'est de venir brancher le câble de la hot end. Donc ça, c'est pas difficile, ça se branche comme ceci et on a deux petites vis à mettre. Alors, autre petite erreur que j'ai commise, hein, le spacer, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Hein. Du coup, le plateau, ça va pas. Donc, il faut inverser, hein, le spacer doit aller à l'arrière du pas de vis et non pas devant le pas de vis. Alors, si on regarde sur le côté, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a deux ports USB plus un port de connexion, je suppose, à la CE. On a également sur le côté gauche le bouton d'alimentation. Ça, c'est bien qu'il soit là. Par contre, ça va souvent de pair, c'est ça qui est dommage. Mais le cordon d'alimentation sur le côté, j'aime un peu moins. Là, j'aurais préféré sur l'arrière. Et on a le support de bobine qui est sur l'arrière gauche également. Alors, à l'avant, on a l'écran qui, lui, n'est pas orientable et qui est au format vertical, qui ne paraît pas très, très grand. Sur le côté droit, on n'a strictement rien de particulier. Comme vous pouvez le voir, la face avant est plutôt sobre avec simplement le petit 3 qui rappelle la série ou la gamme Cobra 3.
La hot end, ben rien de particulier, hein. On retrouve la hot end qu'on avait sur la Cobra 3 normale, que je trouvais qui fonctionnait plutôt bien. De l'autre côté, on a le système de maintien du câble, alors qui tient pas toujours très bien. Mais donc voilà, le système de maintien du câble avec ce petit accessoire là. Et ce fameux câble orange qui évite d'avoir des nappes ou autres, hein, puisqu'on a une connexion USB-C pour la hot end et un connecteur 6 broches pour ici, pour le moteur. Et au niveau, alors ça c'était un point de faiblesse sur la Cobra 3, on avait ici hein, les parties, je ne sais pas le nom que ça porte, mais la partie qui tient la barre était en plastique et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que ça s'était cassé. Donc voilà, bah, ici c'est pas le cas, on est sur du métal donc c'est beaucoup plus solide. Et dernier point intéressant à soulever, c'est le tenseur de courroie qu'on va retrouver ici en dessous du plateau pour en tout cas la courroie de l'axe Y. Ouais, voilà, j'y arrive, de l'axe Y. Donc je vais maintenant faire quelques petites vérifications manuelles, mais ça a l'air d'aller, hein. Donc on vient vérifier les excentriques, mais là ça a l'air d'aller. Les courroies, ça a l'air d'aller également. Et ben, je vais lui trouver une petite place dans l'atelier, parce qu'elle prend quand même de la place. Et on va s'intéresser à l'ACE. Bon, alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte de ce fameux ACE, Anycubic Color Engine Pro? Alors, c'est relativement simple, on a l'ACE et à l'intérieur les câbles. Vous allez dire que c'est un peu facile comme réponse, mais finalement, ben, c'est la bonne réponse. Alors si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes sur cette gamme de Anycubic, petit rappel de ce que c'est l'ACE. L'ACE, c'est un modèle multimatériaux multicouleurs, identique à ce qu'on peut trouver dans d'autres marques, notamment chez Bamboo Lab, sous l'appellation AMS, qui a quand même quelques petites particularités. Si vous voulez vraiment une explication complète et détaillée dessus, je vous renvoie à cette vidéo que vous voyez ici, qui compare la solution de Bamboo et la solution de Anycubic. Bon, alors rapidement, hein, l'ACE, hop, un petit peu de plastique ici autour. On a une série de tubes PTFE, hein, puisqu'on va avoir besoin de passer, ça c'est une des différences par rapport à l'AMS, c'est qu'on a 4 sorties ici, alors que l'AMS, on a un hub à l'intérieur qui vient les regrouper dedans. Donc ici, on a 4 sorties et ça vient se combiner au moment de l'impression. Une autre différence majeure de cet ACE vis-à-vis de l'AMS, c'est qu'il peut déshydrater tout en imprimant, ou il peut servir de déshydrateur sans imprimer également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on peut en combiner 2, là où l'AMS, on peut en combiner 4 pour faire 16 couleurs. Ici, on peut aller jusqu'à 8 couleurs. Alors, est fourni avec différentes choses, hein. Donc on a un petit hub qui est nécessaire avec un coupeur de filament, hein, qu'il va falloir venir installer sur notre hot end. Le câble d'alimentation, puisque comme vous voyez ici, contrairement à l'AMS, eh ben, il a besoin d'une alimentation dédiée. Et un petit accessoire qui permettra de faire la purge qu'on doit installer également sur la machine. Alors l'accessoire pour la purge vient se mettre, donc il vient simplement se clipser là, et on a 2 vis à attacher ici. Et au niveau de la tête d'impression, eh ben, il va falloir venir retirer ici notre petit tube, hein, qu'on met en impression monocolore, qu'on n'a plus besoin du coup là pour le moment, et venir remplacer la tête, enfin venir fixer ici cette tête avec l'espèce de hub. Donc on peut le voir, c'est déjà un point à noter, qui n'est pas un point fort de la machine, c'est qu'on ne peut pas facilement passer du monocolore au multicouleur, parce qu'il faut retirer des pièces. Alors vous allez me dire, ben ouais, mais il suffit de lancer un monocolore avec l'AMS, ou l'ACE, pardon. Oui, tout à fait, vous avez raison, à un détail près, c'est que avec certains matériaux qui ne passent pas dans l'ACE, ou certaines bobines qui ne passent pas dans l'ACE, eh ben, c'est un peu plus compliqué et ça peut être ennuyant. Donc voilà, je pense à du TPU par exemple. Mis à part ça, effectivement, on peut tout à fait, si on fait du PLA et que de temps en temps on a besoin d'imprimer en monocouleur, on peut tout à fait lancer la bobine comme ça depuis l'ACE. Alors on a également sur le côté un cutter à installer, donc on doit venir déclipser le cache ici et on vient glisser le cutter
dans le bon sens. Je pense que c'est comme ceci. Et voilà, exactement, dans ce sens-là. De ce côté-là, pas très compliqué. Ensuite, on a ceci à retirer pour venir mettre justement le petit hub dont je vous parlais. Alors pour ça, c'est pas très compliqué, hein. Il faut dévisser deux petites vis à l'arrière. On a le hub qu'ils appellent one-to-one qui est comme ceci. Et on vient mettre le hub 4-to-1, hop, comme ça, et on visse à l'arrière avec les mêmes vis qu'on vient de retirer. Au niveau de la machine, les accessoires pour pouvoir adapter la CE sont maintenant fixés. On va maintenant retourner sur la CE. Alors, on vient maintenant mettre ce qu'ils appellent le câble signal, hein. Donc, au niveau de l'imprimante, c'est un câble à 4 connecteurs. On ne peut pas se tromper puisque de l'autre côté, c'est un câble à 6 connecteurs. Par contre, le fait qu'il soit sur le côté plutôt que sur l'arrière, eh ben, je trouve que c'est un peu handicapant parce que du coup, ben, c'est plus facile d'avoir la CE sur le côté gauche, alors que moi, ben, j'aurais préféré l'avoir sur le côté droit. Et on vient le brancher dans le connecteur 6 ports ici, enfin 6 broches ici. Et il reste qu'à venir mettre les tubes PTFE. Donc la logique, c'est de mettre les tubes PTFE ici, les faire passer dans le passe-câble et les mettre dans la tête du hub. Donc rien de bien compliqué. Et voilà, c'est branché. Alors, c'est pas la manière la plus facile, hein, d'utiliser une imprimante et de brancher une imprimante. Il y a un peu plus d'étapes que ce qu'on a eu l'habitude de voir ces derniers temps. C'est toutefois quand même pas non plus compliqué. Allez, on va la mettre en route et puis on va regarder l'interface. Bon, avant la mise en route, hein, je m'arrête également. Je me dis que ça peut être intéressant. Certains me demandent souvent de connaître les dimensions vraiment hors tout de la machine, hein, puisqu'on nous donne des dimensions mais qui ne prend pas en compte le fait que le plateau recule quand même pas mal en arrière ou vient en avant. Donc en gros, concrètement, pour avoir une belle aisance de travail, alors en hauteur, il nous faut 76 cm. Et en profondeur, hein, en venant depuis la position la plus avancée jusqu'à la position la plus reculée, il nous faut 90 cm. Alors avant même de l'allumer, donc on vient l'allumer sur le côté, bon, je peux quand même voir que on est relativement brouillon au niveau des câbles, et avant même de l'allumer, je peux déjà vous dire que la position latérale du câble d'alimentation fait que par rapport à moi où j'avais ma prise, ben, c'est un peu court. J'ai jamais eu ça avec des imprimantes, donc bah, c'est un peu ennuyant. Hein, la prise est un petit peu courte. Je l'ai fait passer en dessous du pied et normalement ça devrait pas bloquer au moment de l'impression, mais je l'espère. Alors maintenant, je vais faire la mise en route. J'allume, on va voir en combien de temps ça s'allume. Donc ça s'allume déjà, ça c'est bien. Je vais éteindre la lumière pour qu'on y voit plus clair. Et voilà, là on y voit plus clair. Donc on peut voir qu'au premier démarrage, on a le choix de la langue. Alors je vais mettre en français. Suivant, on choisit le serveur. Nous on est sur un serveur mondial. Il va chercher mon Wi-Fi. Je viens indiquer et on a le même menu, hein, donc c'est un peu casse-pied en fait, puisque c'est comme sur les GSM à l'ancienne pour les vieux comme moi. Donc voilà, mais au final en fait c'était plus facile que les tout petits écrans avec tous les caractères d'un clavier AZERTY qui sont tout petits et où les gros doigts ça passe pas. Donc bah, voilà, je peux venir me relier à l'application Anycubic. Alors normalement je l'ai encore sur mon téléphone. Bon alors je vais prendre l'application. Comme vous le voyez, je viens appuyer sur le bouton scan. Il fait une petite mise au point et il a trouvé l'imprimante, une Cobra 3 Max, voilà. Je fais complete. Et j'ai ici mon interface qui va me permettre d'être informé via cette application de la fin d'une impression par exemple, ou pouvoir lancer en ligne. Je peux également faire la mise à jour du firmware directement via ici, donc je vais le faire. Je clique sur Update, il me dit quelles sont les mises à jour. Je fais Update et directement vous voyez que le firmware se met à jour. C'est plutôt pratique. Et voilà, il a fini sa mise à niveau. Il me demande de redémarrer l'appareil. Donc je vais recommencer, hein. On doit l'éteindre manuellement et le rallumer. Hop. C'est reparti. Et comme ça, au passage, vous voyez le temps de boot. Donc je vais laisser ici en temps réel et meubler un petit peu avec ma jolie voix, hein. Comme ça,
vous pouvez vous faire une idée du temps du boot de la machine. C'est pas instantané, c'est pas non plus excessif, donc voilà. Alors une fois qu'on est arrivé à ce menu, ben, on a la même interface qui est relativement simpliste, hein. Donc on a ici 4 icônes. La première icône permet d'arriver sur l'interface, enfin sur le menu principal, sur lequel on va avoir la température du plateau et de la buse, et on va nous dire si on est connecté au cloud ou pas. En cliquant sur imprimer, on a le contenu du stockage, soit de la clé USB si elle est branchée, ce qui n'est pas le cas ici, soit du stockage interne de la machine. On peut voir qu'on a 5 Go de stockage interne et on a quelques modèles. Bon, on va commencer, on fera les petits modèles. Vous voyez ici un gyro en 4 couleurs, et ben il prévoit 6h28, donc le multicouleur c'est quand même quelque chose, je le rappelle, quelque chose qui prend énormément de temps. C'est une des raisons pour lesquelles moi je suis pas un grand fan du multicouleur. Et enfin quelques modèles en monocouleur. Bon, je lancerai un test ou l'autre pour voir, on verra après. Alors le deuxième onglet nous permet de gérer notre ACE. Alors ici je ne l'ai pas encore branché, donc ici hein, vous voyez il n'est pas encore connecté. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouton pour l'alimentation et que je l'avais pas allumé, donc il faut bien penser à appuyer aussi sur le bouton de l'alimentation. Vous voyez ici il me fait une mise à jour de firmware pour l'ACE, donc je vais lui laisser faire. Alors on a ici l'interface de gestion de l'ACE, comme vous le voyez on voit les différentes couleurs. Pour le moment je n'ai mis aucune couleur. Il y a un système de bobine Anycubic avec un code QR, avec une puce RFID pardon, qui permet de détecter directement le matériau, la couleur. Alors moi j'en ai pas reçu avec, donc voilà, je pense que j'en ai plus. Je vais voir si j'ai encore des bobines Anycubic, mais je suis pas certain. Bon, toujours est-il qu'on peut venir en cliquant dessus régler, là il n'y en a pas, mais régler la couleur et le filament qu'on a. C'est aussi par là qu'on peut gérer le sécheur de filament, donc on peut l'activer et lui demander de sécher le filament pendant un certain temps. On peut aussi, en venant cliquer continuer matériel, dire tiens, quand j'ai fini le filament dans la première bobine, j'aimerais bien que tu continues mon print avec le filament de la deuxième bobine et de la troisième, etc. Ce qui est utile particulièrement sur une machine aussi grande, puisque si vous pouvez potentiellement avoir besoin de plus d'un kilo si vous faites une énorme impression qui prend tout le volume. Enfin ici en dessous on a les réglages, réglage du bed, de la chaleur. On peut déjà faire un préchauffage avec des presets déterminés pour le PLA ou l'ABS, lancer un refroidissement. On a les contrôles notamment des axes qui se font par ici. Et on a tout ce qui est nivellement automatique. Alors, vous avez vu qu'au démarrage de la machine, j'ai pas eu une proposition de le faire. Donc, moi, je vais quand même le faire, parce que donc passer les trois, un nivellement automatique, input shaping, donc compensation des vibrations, et l'étalonnage PID, qui est un étalonnage pour l'homogénéité de la température dans la buse. Donc, je vais m'occuper de ces trois-là juste après. On va encore regarder le dernier menu. Le dernier menu, c'est des menus de configuration avec des options. Les options pour le réseau, on va y retrouver notamment notre adresse IP, si je dis pas de bêtises. Eh ben non. Donc, bon, voilà, on verra. Je verrai après. Les options d'impression, on peut activer, désactiver le son des boutons, les choses comme ça. Activer la lumière de la caméra, mais il n'y a pas de caméra connectée ici, donc ça va pas. On peut lui demander de faire une inspection des courroies. S'il trouve que les courroies sont pas assez tendues, il est censé nous prévenir. Et on peut venir modifier la buse ici, donc la taille de la buse. On a quelques options, notamment pour la mise en veille de l'écran, l'activation des ventilateurs, enfin. Voilà, donc est-ce que j'aurai mon adresse IP? Voilà, elle est ici dans Informations, ce qui peut être utile pour imprimer à distance. Donc voilà pour l'interface. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'auto-nivellement. Donc on a priori rien à faire, donc il n'y a pas de molette à régler ou tout ça. On a juste le nivellement automatique. Voilà, on passe ces trois choses-là. Je vais passer ces trois choses et puis je vais
lancer une impression, donc charger la CE et lancer une impression pour commencer avec les fichiers qui se trouvent dans l'imprimante. Alors comme vous pouvez le voir, entre-temps j'ai retrouvé du filament Anycubic. Et comme vous le voyez ici, eh ben, alors j'espère qu'on le voit assez bien, mais il a retrouvé directement les bonnes couleurs. Donc la puce RFID a marché très bien. Donc de ce côté-là, c'est parfait. Je vais lancer une petite impression, un fichier qui avait sur la clé USB. Donc je vais commencer par un petit Benchy en mode rapide en 18 minutes. Enfin, ça écrivait 18 minutes et maintenant ça dit 21. Enfin bref, on va commencer par ce petit Benchy. Je peux venir choisir si je veux un auto-nivellement, le calcul du débit et un timelapse. Bon, le timelapse, il faut une caméra, ça, il n'y en a pas. Mais donc, je vais faire l'auto-nivellement et le calcul du débit. Là, je viens choisir le filament que je veux utiliser. Je vais faire le Benchy dans cette couleur un petit peu rosée, c'est très bien. Et je vais lancer imprimer. Et c'est parti, on se retrouve tout de suite après. Bon, alors le premier print, voilà, c'est globalement bien passé. Mais je trouve quand même qu'il y a un petit peu, enfin que c'est pas tout à fait net ou lisse ici. Hein, voilà, vous voyez. Bon, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis trop exigeant, mais je pense qu'on pourrait faire plus propre. Après, je crois qu'il y a une question d'optimisation des réglages. C'est peut-être pas forcément la machine. En poursuivant les tests, je pourrais m'en convaincre ou non. Je vais regarder s'il y a un autre fichier issu de la clé USB qui est intéressant à imprimer, et si c'est pas le cas, je passe directement à l'ordinateur pour commencer à imprimer des choses plutôt pour moi. Bon, alors là, pour faire le deuxième test, j'ai choisi un modèle qui était encore sur, dans la mémoire de la machine. C'est un petit ouvre-bouteille en 2 couleurs. Alors là, ici, les couleurs sont prévues, mais moi, j'ai d'autres couleurs. C'est pas grave, on peut associer au moment d'imprimer et dire, finalement, à la place du jaune, tu me fais telle couleur. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il chauffe son plateau, la température du plateau, donc là il commence à chauffer son plateau. La température du plateau est pas extrêmement rapide, elle n'est pas non plus extrêmement lente, je pense qu'on est sur quelque chose de standard. Après, la taille du plateau est très grande et on n'a pas une chauffe par zone. Donc ça, c'est peut-être un point qui est dommage. Ça aurait été utile d'avoir une chauffe par zone quand on n'exploite pas l'entièreté du plateau, que ça consomme moins et que ça prend moins de temps à chauffer. Parce qu'ici, pour une petite pièce au milieu, il chauffe l'intégralité du plateau. Bon, alors la première impression s'est bien déroulée. Comme vous pouvez le voir ici, les 2 couleurs se sont bien imprimées. Je trouve que sur le dessus, c'est pas, c'est pas top, vous voyez, il y a quelques lignes. Je pense qu'il y a vérifier un peu les réglages et puis on verra aussi avec les fichiers que je vais imprimer moi-même, puisque ceux-ci sont toujours les fichiers qui sont ceux qui sont proposés dans la machine. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est aller sur l'ordinateur, on va un petit peu regarder ce qu'il y avait sur la clé USB, l'utilisation du slicer qui est le slicer propriétaire, et puis essayer de lancer également un fichier avec Orca Slicer. Voilà, désolé, je sais plus parler. Bon, alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on a sur la clé USB? Donc, vous voyez, c'était la même manière, c'était de la même manière que pour la Cobra 3 normale. On a le dossier en chinois et le dossier en anglais. Donc, le dossier en chinois nous aide pas beaucoup. Et dans le dossier en anglais, on aura quoi? On a Anycubic Slicer en version Mac et en version Windows, donc c'est Slicer Next. Je vais aller regarder sur le site internet pour voir si je trouve la dernière version, je pense que ce sera plus facile. Et on a également un petit guide d'utilisation de Slicer Next, donc voilà, si on a besoin. Après, on est sur du Orca Slicer, pour le dire clairement. Et le manuel d'instruction en anglais, la petite feuille d'instruction et le manuel qu'on a en PDF, qu'on a ici, qu'on a en papier dans la boîte et qu'on a ici en PDF. Je vais y arriver un jour. Pas de fichier test, rien d'autre de particulier. Donc, on a quand même quelque chose d'assez limité sur la clé USB. Alors, comme je le disais, je vais venir sur le site d'Anycubic. On voit qu'on a le Anycubic Slicer Next qui est ici. On a le choix entre la version Windows ou Mac. Moi, je suis sous Mac. Alors, ils disent, c'était déjà le cas il y a un moment, que pour le moment, seule la version 1 est officiellement supportée par Windows.
J'espère qu'ils ont juste pas mis à jour ça. Donc voilà, alors est-ce qu'on est bien sûr? Alors oui, et on a plus que la version 1, donc effectivement c'était une erreur sur leur site internet, donc tant mieux, on est maintenant sur une version Mac, c'est pas plus mal. On peut voir qu'on a ici Maker Online, donc qui est la base de données de fichiers partagés propres à Anycubic. En cliquant ici, on a accès ici, donc on peut directement trouver des fichiers. On a les catégories, donc voilà, les petits kits créatifs depuis chez eux par exemple. Bref, ça peut nous simplifier la vie si on a envie. Je viens me connecter comme ça, j'ai accès directement à mon imprimante via le cloud. Et comme vous voyez, je suis bien connecté. Et pour l'interface, eh ben, c'est du Orca Slicer. Donc de ce côté-là, je ne sais pas s'il précise quelle version d'Orca Slicer. Non. Ah, ben voilà. Anycubic a quitté donc apparemment ça a planté, sauf que ça n'a pas planté. Bon. Voilà, hein. Je ne sais pas. On verra. C'est peut-être pas encore entièrement stable. Au niveau des imprimantes, vous voyez qu'on a les imprimantes de la gamme de chez Anycubic, uniquement disponibles dans ce Anycubic Slicer Next. Et on a ici la Cobra Max avec la buse de 0,4. On n'a pas d'autres buses proposées. On va prendre ça. Et avec cette taille-là, en fait, ça aurait été bien, je trouve, d'avoir une buse de 0,6, voire de 0,8. Mais bon, on va rester là-dessus. Par contre, alors ça aurait été mieux simplement qu'ils se contentent de faire des profils pour Orca Slicer, mais quitte à faire un slicer propriétaire, autant basé sur Orca Slicer, qui est quand même plutôt ergonomique, notamment pour le multicouleur. Donc c'est pas la pire des solutions, même si en fait j'aurais préféré tout garder dans un slicer. Alors on peut probablement, et on va le voir après, l'utiliser directement dans Orca Slicer, mais comme ça, on a fait un petit peu le tour. Alors en cliquant sur l'onglet Workbench, vous voyez que j'ai mes imprimantes qui sont reliées à mon compte, et comme j'avais avec l'application relié l'imprimante à mon compte, vous voyez que j'ai ici la Cobra 3 Max qui est là. J'ai pas de tâche en cours. Je peux allumer ou éteindre la lumière de la caméra que je n'ai pas. Puisque je n'ai pas de connecté de caméra dessus, donc si je le fais, on verra rien, j'ai pas de caméra. Et on voit ici les différents fichiers, les différentes bobines qui sont dans le ACE. Alors j'ai mis les trois que vous avez déjà vus, donc on a les couleurs ici, et j'ai rajouté en plus du Prusamment. Donc je vais dire que c'est du générique PLA, on n'a pas le choix, on peut pas. On ne peut pas avoir du générique PLA, manifestement. On a du générique TPU, générique ce que tu veux, donc on va dire que c'est du Anycubic PLA en orange. Hop, c'était un Prusamment orange. Au besoin, je modifierai les températures d'impression, mais c'est un peu dommage que je n'ai pas un profil générique PLA. Bon, peut-être un oubli. Voilà, donc comme ça, j'ai mes 4 couleurs. Ici, sur Printerlist, je peux encore venir vérifier les versions et mettre à jour les versions de mon imprimante, donc ça c'est plutôt pratique. Bon, tout ceci a l'air de bien marcher, je viens synchroniser mon ACE en cliquant là, donc vous voyez ici j'ai mes 4 couleurs, et je vais commencer par imprimer un fichier à moi. Alors j'avais justement besoin d'imprimer un fichier pour quelque chose, c'est pour ici un petit outil pour permettre de vérifier les tensions des courroies. Alors peut-être que j'en ferai une vidéo à l'occasion, c'est un truc que je me suis acheté pour moi, pour voir si ça marchait. Et on doit imprimer quelques petites pièces pour ajouter dessus. Bon, c'est dommage qu'ils ne le donnent pas avec, mais c'est comme ça. Donc vous voyez, on doit imprimer ceci et ceci. Ce sont des fichiers STEP. Normalement, Orca Slicer les prend en considération. Donc je vais télécharger ces fichiers et je vais essayer de les imprimer en bleu, parce que bleu c'est la couleur de BQ. Et donc voilà ce qu'on doit imprimer. Alors déjà je vais commencer par changer le filament, puisque je le voulais en bleu. Puis je veux quand même qu'il ait une certaine solidité, donc je vais augmenter les périmètres et un petit peu l'infill, bien que ce soit surtout le nombre de périmètres qui va avoir un impact sur la solidité. On va activer les supports de type arbre, ça me paraît très bien. Et là je ne fais pas beaucoup plus de réglages que ça pour voir comment est-ce qu'il gère sans trop d'optimisation. Et voilà, j'en ai pour 1h17. Je viens cliquer sur Remote Print. Ici, j'ai une petite interface où je choisis mon filament. Je peux activer ou non les fonctions Bed Leveling, Eye Detection, ça sert à rien, j'ai pas de caméra. Flow Calibration, je sais pas comment il fait sans caméra, mais on va le mettre, on ne sait jamais.
Ben voilà, je vais pas faire une... J'ai configuré l'input shipping, donc je vais pas le refaire ici. Et je lance l'impression. Bon, alors ben voilà, il y en a un qui s'est un peu fait la malle, hein. Ça n'a pas tenu ici, bon, c'est peut-être ma faute, mais en tout cas le reste de la pièce s'est imprimé correctement. Et si je vous montre ici, ben ça va quoi. Je retire les petits supports. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai retiré les supports, hein, mis à part la petite pièce qui elle ne s'est pas imprimée. Donc je vais devoir revoir un petit peu au niveau des paramètres. Mais globalement, c'est plutôt propre, hein. C'est pas les pièces les plus propres que j'ai vues de ma vie, hein, donc avec les paramètres comme ça par défaut. Mais c'est une bonne base. Bon alors pour tester un autre slice, on va aller essayer de trouver dans leur base de données un modèle multicouleur qui pourrait être sympa d'être imprimé avec les couleurs que j'ai là-dedans. Alors voilà, ben je vais essayer ce modèle-là. Ça a l'air d'être assez sympa. Il y a plusieurs couleurs. Donc ben, je vais voir un petit peu les couleurs que je vais lui attribuer. Je vais pas bouger aux paramètres, hein, comme ça on peut voir les paramètres par défaut, hein, si vous avez pas envie de vous casser la tête, et notamment voir si au niveau de la précision ce sera suffisant. Alors je viens choisir ici mes couleurs, donc je vais me dire bleu pour l'anneau central, et bah allez vert, ce sera pas beau mais allons-y. Il me dit que j'en ai pour 3 heures d'impression. Et ça, c'est à cause d'un changement de couleur. Si j'avais mis une troisième couleur, d'ailleurs, on va faire l'exercice. Je vais mettre une troisième couleur. Je vais peut-être pas imprimer avec la troisième couleur, mais je vais mettre une troisième couleur, mais en hauteur. Ce qui veut dire quand même que là, on économise. C'est une manière d'optimiser l'utilisation d'une imprimante multicouleur, hein. C'est de faire une couleur par couche. Si vous avez plusieurs couleurs par couche, là, vous explosez les temps d'impression. Mais donc, comme ça, au passage, on voit la mise en couleur, et je vais faire une couleur à partir de cette hauteur à peu près, voilà, comme ceci, et monter tout ça, et je vais mettre tout ça en bleu, et voilà, comme ça j'ai mis le bleu, donc avec l'outil hauteur, j'ai sélectionné en appuyant sur CTRL la hauteur, je suis venu me mettre ici sur le bord, j'ai cliqué et ça m'a mis tout ça en bleu, et donc les couches seront en bleu aussi à l'intérieur. Si je viens faire mon découpage maintenant, donc j'étais, je sais plus, à 3 heures quelque chose, c'est un petit peu plus, mais pas vraiment beaucoup plus, parce que on est justement sur un changement de couleur par couche, et ça c'est une manière plutôt optimisée d'utiliser le multicouleur. Bon, ben c'est parti. Bon ben voilà, ça a l'air de s'être bien imprimé. Si on le regarde de plus près, les 3 couleurs, ça a été, et la tolérance est plutôt sympa. Alors, je vous disais, donc, bon, faut un petit peu, hop, voilà, l'activer, et après, voilà. Au niveau des tolérances, c'est bon, donc, plutôt sympa. Voilà ce que ça fait comme poups. Donc, c'est assez raisonnable quand on pense à imprimer du multicouleur en couche. Donc ça, c'est bien. Quand on a plusieurs couleurs sur la même couche, c'est là où le multicouleur devient particulièrement dépensier en temps et en matière. Bon, allez, maintenant on va essayer d'imprimer quelque chose d'un petit peu plus imposant. Alors, je vais voir si c'est raisonnable d'imprimer quelque chose de grand qui mélange les couleurs, ou si je vais plutôt partir sur un U-Forge. Bon, alors voilà, hein, vous avez pu voir dans mon petit timelapse que je galère à pouvoir mettre en couleur. Je ne sais pas si ça doit être le client Mac, hein, qui a quelques bugs, mais je galère. Il y a des trucs que je n'arrive pas à faire. Par exemple, je voulais mettre le creux de l'oreille en fil, et ben il veut pas. J'augmente l'angle. Alors là, vous voyez le petit truc blanc, vous dites, eh ben c'est bon, je suis dedans. Mais non, c'est l'oreille complète à côté. Et dedans, juste en me mettant comme ça, non, pas moyen. Alors me dit, bon, je vais le faire à la sphère
Sauf que, ben non. Alors, peut-être que c'est le modèle, mais j'ai eu le même problème en essayant un autre truc, donc ben, c'était ennuyant. Et là, par exemple, ben, maintenant je peux. Mais tout à l'heure, j'essayais de remplir, vous voyez ici. Là, je peux pas. Là, je peux. Maintenant, ça va. Donc bref. Quelques soucis, je trouve, de stabilité avec l'option de mise en couleur sur le modèle et sur ce slicer-là. Bon, hein, ça sera peut-être corrigé, ça c'est probablement temporaire, mais c'est bien à le noter. Alors bon, on va dire que j'ai envie d'imprimer comme ceci en 4 couleurs. J'ai fait la taille maximum que je pouvais sur mon plateau, je dois juste bouger la position de la Prime Tower. Faut penser que j'ai mis des supports ici et ici et ici, et on va slicer. Je vais pas forcément l'imprimer, c'était pour voir le temps que ça prenait de faire un modèle qui occupe à peu près tout le plateau et la quantité de déchets dégagés. Donc ça, ben, je vais slicer. Alors je vais passer, parce que je pense que le temps de slice va prendre un petit peu de temps. Bon, alors voilà, en 0,2, puisque je suis en 0,2. Je peux voir déjà aussi que le client Mac n'est pas un client Apple Silicon, donc c'est un client Mac universel Intel Apple Silicon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Mac et les puces silicone, ben, passez ce que je suis occupé de dire, ça ne change rien pour vous. Mais pour ceux qui savent, ben, c'est pas optimisé. Et donc vous voyez qu'ici, je rame à crever alors que j'ai un Mac de guerre et que j'ai aucun problème sur Orca Slicer avec le client optimisé pour Apple Silicon. Donc ben ça, voilà, c'est à savoir, c'est ennuyant, je trouve. Et je pense, si c'est comme la Cobra, qu'on pourra utiliser Orca Slicer pour faire du monocouleur, mais que ça va être plus compliqué d'imprimer, de gérer l'ACE avec Orca Slicer, mais ça, on voit ça juste après. Voilà en gros notre modèle qui est assez grand, puisqu'il a 50 cm de haut, sur un peu moins de 40 cm puisqu'on a les bords sur les côtés de large, ça occupe, donc ça fait quand même un beau modèle. On a au total pour le modèle 4 kg 200 de filaments, donc un gros modèle à l'intérieur avec un remplissage qui n'était en fait pas un bon remplissage, qui est ici en rectilinéaire à 15%. J'ai pas changé le profil par défaut et je pense que moi je préfère par exemple le remplissage gyroïde. Je vais vite reslicer, on va voir ce que ça change. Bon, ça change très légèrement, ça a mis beaucoup plus de temps pour slicer, ceci dit là, et ça m'a mis 4 minutes pour slicer. Alors c'est lié aux performances du client sous un Apple Silicon, je le rappelle. Je pense que si vous êtes sous Windows, vous n'aurez pas le souci. Bon, à moins que vous utilisez un ordinateur qui est vraiment très peu performant. Mais voilà, je pense que le client avec un ordinateur classique, sous Windows ou avec un ancien Mac avec une puce Intel, aura moins de soucis qu'avec une machine de guerre avec une puce silicone, parce que le client n'est pas du tout optimisé. Et la preuve, si on vient regarder le client, vous voyez qu'on est sur une application, c'est même pas une hybride en fait, c'est vraiment juste l'application type Intel. Et vu le nombre de Mac sous Apple Silicon maintenant, je pense vraiment qu'Anycubic devrait faire un petit effort de ce côté-là. Donc revenons à notre analyse. Comme vous pouvez voir, on en a alors avec un remplissage de 15%. Je pourrais réduire le remplissage, mais bon, voilà. On va dire que 15% c'est déjà, c'est bien. On en a pour 4 kg et 93 grammes de filaments pour le modèle. On en a 251 grammes de support et la tour de purge 219 grammes. Par contre, ici, je ne vois pas les poups parce qu'ils disent au final 456, 4 kg 560, mais je pense que ça, je ne vois pas les poups là-dedans. Et je me demande si les coquins d'Anycubic n'ont pas justement supprimé ça pour qu'on s'inquiète pas trop. Parce que, regardez, je viens de tester, là j'ai fait un truc vite fait sous Orca Slicer, et j'ai bien la quantité de purge. Vous voyez, j'ai une colonne de plus, modèle, support, tour et purge. Et
Sur Slicer, je me disais bien qu'il me manquait une valeur que je n'ai pas ici. Alors c'est peut-être une question de réglage, mais là maintenant moi j'ai mon client qui est pratiquement figé. Je vais changer d'onglet. Voilà, vous voyez, c'est toujours au niveau de la génération se base sur le GPU et c'est le problème des applications non natives Apple Silicon, c'est qu'ils prennent pas en compte les cœurs GPU dans le calcul et donc c'est une merde au niveau des performances. Alors, je vais regarder dans les options si je peux afficher la quantité de purge. Là, je vois rien. Et ici, non, bon, je ne peux pas faire une estimation ici de la quantité de poops. À mon avis, elle sera énorme. Vous voyez comme c'est super lent ici. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas gardé de Orca Slicer ou de Bamboo Studio. Ça n'a pas de sens si ce n'est vouloir qu'on ne voit pas trop dans des vidéos ou en utilisant qu'en fait, il vaut mieux éviter le multicouleur. Alors vous savez, hein, si vous suivez ma chaîne, que je suis pas un grand partisan du multicouleur parce que c'est, en FDM, parce que je préfère peindre déjà pour commencer. Alors je suis tout à fait conscient que tout le monde n'a pas le temps ni les compétences, les compétences elles s'acquièrent, mais n'a pas le temps ou l'envie d'investir dans la peinture et que ça peut être très sympa d'avoir un modèle qui est déjà comme ça en multicouleur. Mais ça prend énormément de temps et énormément de ressources. Ici, on n'a pas la quantité purgée, donc, mais ça m'étonnerait pas qu'on soit à près d'1 kilo de purge à ce niveau-ci. Et par contre, vous voyez ici la quantité, le temps d'impression. On en a pour 9 jours d'impression et il a 4 jours rien que de flush. C'est-à-dire 4 jours rien que de changer le filament et purger l'autre filament. Donc ça, c'est énorme. Alors je vais pas imprimer ce modèle parce que de 1, j'ai pas besoin de cette vache. J'ai pas 4 kilos à dépenser pour rien. Ce serait pas très responsable. Et j'ai pas 10 jours à immobiliser la machine juste pour une impression. Donc voilà, mais je voulais quand même vous montrer, puisque c'est une des possibilités. Ça se trouve, vous êtes tout à fait ok avec ça, la vache elle vous plaît à mort et c'est un super élément de déco pour chez vous ou pour faire un cadeau et vous êtes prêt à mettre les kilos de filament et le temps d'impression. Ça, c'est tout à fait votre choix. Moi, c'est pas le cas pour moi, donc j'avais pas envie d'imprimer quelque chose en multicouleur qui prenne autant de temps. Par contre, avoir un grand plateau et de la multicouleur, je l'ai dit en entrée de vidéo, ça peut être intéressant pour faire des UForge. Et donc, c'est ça que je vais explorer ici maintenant. Donc voilà, j'ai pris un petit UForge. Alors à la base, c'est pas un modèle que j'ai fait moi, j'ai pas encore lancé UForge, donc je fais comme beaucoup d'autres, c'est que je prends des modèles tout faits. Alors évidemment, ils n'étaient pas adaptés à Anycubic, et donc un Anycubic Slicer, donc j'ai pas pu importer les couleurs, donc j'ai remis en couleur. Comme j'ai agrandi, il faut savoir que comme j'ai agrandi de 173%, au niveau des instructions de changement de couche, j'ai chaque fois dû faire x 1,73. Donc en gros, quand il disait pour de la couche 9 jusqu'à la couche 14, il faut mettre ce qui correspond à 0,8 dans le modèle original, il faut mettre du rouge, et j'ai fait 0,4. Enfin 0,8 fois 1,73, bref, voilà, je me perds un peu, mais toujours est-il que c'est pour vous dire qu'il faut quand même adapter à la taille aussi, puisque si on augmente la taille, on augmente aussi la hauteur, et donc les couches sont plus les mêmes, mais donc voilà, ça a priori, le modèle il est comme ça, pour ceux qui ont reconnu, c'est Joker de Persona 5, et en 40 cm à peu près, c'est pas 40, c'est 415, donc voilà, en 415, en 41 cm à peu près. Bon, c'est parti, on va imprimer ça. Bon, voilà, alors comme vous le voyez, on a beaucoup moins de flush évidemment, puisque on va travailler en couches, donc ça c'est la entre guillemets bonne manière de faire pour gagner du temps, et c'est ce qui fait que les UForge c'est plutôt une bonne idée pour ça. Et donc on est sur 21 heures d'impression quand même, pour quelque chose qui sera
de 41 cm sur une vingtaine de centimètres, donc et pas très haut, donc ça prend quand même un petit peu de temps avec le profil par défaut. Je me suis pas amusé à augmenter les vitesses ou autres, hein. Comme vous voyez, les vitesses sont pas extraordinaires non plus, mais bon, hein, il vaut mieux, moi je préfère avoir moins de vitesse et plus de garantie de réussite et plus de qualité que l'inverse, donc moi finalement ça me convient. Allez, je vais changer les bobines pour qu'elles correspondent aux couleurs et je lance tout ça. Alors voilà ce que ça donne, hein. Moi je trouve ça terrible, c'est UForge. Alors j'ai peut-être un peu mal réglé aussi, un petit peu trop de noir, mais c'est pas grave, ça donne quand même un super résultat. Et donc voilà, ben maintenant je vais lui faire un cadre, mais franchement je suis quand même, enfin moi je trouve ça bien, hein. Je pense que je vais intituler la vidéo l'ami des UForgers ou le partenaire idéal pour les UForgers. En tout cas, franchement, pour ceux qui font du UForge, hein, alors faut mieux maîtriser UForge que moi, hein, c'est sûr, mais pour ceux qui le font, je pense que c'est une machine qui est vraiment vraiment super parce qu'on a le multicouleur avec une surface de travail qui est quand même très intéressante puisqu'on peut faire des cadres, alors des impressions UForge de 42 cm de large, et ça c'est quand même vraiment vraiment bien. Alors pour ceux qui ont du temps et de la patience, on peut quand même monter en hauteur en multicouleur, faut vraiment beaucoup de temps. En monocouleur, ben on a une machine qui nous permet de monter à 50 cm et ça ben c'est vraiment cool, je trouve. Alors c'est toutefois pas une machine qui est exempte de défauts, hein. Premièrement, ben je trouve que la vitesse, même s'ils disent grande vitesse, moi je pense qu'il faut pas trop monter en vitesse avec ce genre de machine. Si on monte en vitesse en montant en Z, ben, je pense qu'on risque d'avoir des effets de tremblement. Malgré tout, hein, on est sur une structure qui est assez rigide, mais voilà, je m'inquiète un petit peu de monter à 600 mm par seconde, ce qu'ils disent, alors ce sont des vitesses théoriques, hein, je pense qu'on va plutôt être aux alentours de 200 mm par seconde, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux que les générations précédentes. Au niveau de l'ACE, on a encore les mêmes difficultés que ce que j'avais dit dans la vidéo sur la Cobra 3. C'est qu'en fonction des bobines, il va falloir mettre des adaptateurs parce que les bobines de type carton passent assez mal et ça se bloque assez facilement. Je trouve aussi que les temps de changement et de purge sont longs. Alors, je ne sais pas, on peut régler ça un petit peu, mais un petit peu. Moi, je trouve quand même qu'ils sont très longs. Donc ça augmente d'autant plus le temps, c'est quelque chose à savoir. Dans les points améliorés, je dirais l'écran, hein, parce qu'il est petit et il n'est pas orientable. Donc ça, je trouve ça dommage, parce que l'angle de vue est pas toujours très bon. On a comme ça un effet de contraste. J'ai dû me pencher pour bien regarder et voir ce que je voyais exactement. Bon, alors ça dépend aussi la hauteur à laquelle vous placez, mais ça, c'est bien à savoir. Et enfin, le dernier point d'amélioration, c'est la position. Moi, j'aurais préféré avoir le câble d'alimentation sur l'arrière et le câble de l'ACE sur l'arrière parce que du coup, ça aurait pu donner la possibilité de le placer plutôt à gauche ou plutôt à droite. Et ici, le câble qui est fourni avec est trop court pour le placer à droite. Donc, c'est dommage. C'est pas un énorme problème, mais c'est dommage quand même. Donc voilà pour ce tour d'horizon de cette machine, hein. Une machine que je trouve intéressante pour les personnes qui savent vraiment exploiter la grande taille et le multicouleur et ou ensemble la grande taille et le multicouleur. Sinon, il y a d'autres propositions qui sont moins chères et qui sont tout aussi bien. À commencer, si vous voulez vraiment rester chez Anycubic, par la Anycubic S1 qui apportera le multicouleur mais pas cette taille-là. Et en même temps, la seule proposition grand public qui allie à la fois le multicouleur et cette taille. Je rappelle qu'on peut aller jusqu'à 8 couleurs, hein, pas plus, mais c'est déjà pas mal pour avoir des UForge qui sont encore plus nuancés. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de cette machine, et puis s'il y a d'autres machines que vous voulez voir tester sur la chaîne, dites-le moi. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine.